En 2022, le prix de gros de l'électricité en Europe explose, passant de 60 € le mégawattheure à 490 € le mégawattheure. En France, l'État dépense des dizaines de milliards d'euros pour limiter la hausse des factures. Pourtant, notre pays produit près des 2/3 de son électricité grâce au nucléaire. Alors, comment en est-on arrivé là ? Après le premier choc pétrolier des années 1970, la France fait un choix stratégique, développer massivement l'énergie nucléaire. L'objectif est clair, c'est de produire une électricité qui est abondante, limiter la dépendance aux énergies fossiles et garantir une certaine stabilité des prix. Pendant ce temps, un autre projet prend forme à l'échelle européenne. À partir des années 1990, l'Union européenne décide progressivement d'ouvrir les marchés de l'électricité à la concurrence. Mais plus de 20 ans après sa mise en place, ce système est aujourd'hui fortement critiqué. Alors avant de comprendre pourquoi il est remis en question, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Lorsqu'un pays manque de l'électricité, il peut l'importer de ses voisins. À l'inverse, lorsqu'il produit trop d'électricité et qu'il ne le consomme pas, à ce moment-là, il peut exporter son électricité. Ce marché renforce ainsi la sécurité d'approvisionnement à l'échelle européenne. Et pour fonctionner, encore faut-il savoir comment fixer un prix unique entre des centrales qui produisent de l'électricité, toutes à des coûts qui sont très différents. Et donc, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'existe pas un coût unique de l'électricité. Une centrale nucléaire ne produit pas son électricité au même coût qu'un barrage hydraulique, une éolienne ou qu'une centrale à gaz. Donc chaque jour, les producteurs indiquent la quantité d'électricité qu'ils peuvent fournir et à quel prix. Le marché commence alors par retenir les moyens de production qui sont les moins coûteux. Puis si la demande augmente, à ce moment-là, on va faire appel à des moyens de production qui sont de plus en plus chers. Donc imaginons, à un instant donné, on a la production nucléaire, l'hydraulique, le renouvelable qui ne suffisent plus à couvrir toute la consommation puisque ce sont les coûts marginaux qui sont les plus bas. Il devient alors nécessaire de démarrer une centrale à gaz. Et c'est précisément cette dernière centrale, la plus coûteuse, qui va permettre de satisfaire la demande, qui va fixer le prix de l'électricité sur le marché de gros. Et ce mécanisme est appelé le prix marginal. Donc il est souvent présenté comme l'une des principales caractéristiques du marché européen de l'électricité. Donc tant que le gaz reste peu cher, le système fonctionne relativement bien. Mais si le prix du gaz s'envole, alors le prix de l'électricité va suivre exactement la même trajectoire. Donc les prix varient, mais ils restent globalement stables. Puis plusieurs événements vont se produire en seulement quelques mois. Et c'est l'accumulation qui va provoquer la plus grave crise énergétique qu'ait connue l'Europe jusque maintenant. Alors tout commence en 2020. Avec la pandémie de Covid-19, l'activité économique ralentit fortement. Les besoins en énergie diminuent temporairement et les prix baissent. Mais dès 2021, la situation s'inverse, parce que les usines redémarrent, les transports repartent, la demande mondiale d'énergie augmente brutalement, et avec elle le prix du gaz. Puis en février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. L'Europe, qui dépend alors encore énormément du gaz russe, craint alors de manquer d'énergie pour l'hiver, et donc les États européens sont pris d'un effet de panique. Ils cherchent à remplir leur stock de gaz le plus rapidement possible. Ils se retrouvent alors en concurrence sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié. Et en quelques semaines, donc on observe une véritable hausse du cours du gaz. Et cette hausse à la demande fait encore grimper les prix. Et puisque les centrales à gaz sont souvent les dernières appelées pour produire de l'électricité, le prix de l'électricité explose à son tour. Mais le gaz n'est pas le seul facteur. Au même moment, un autre coût augmente fortement, celui des quotas d'émissions de CO2. Parce que depuis 2005, les centrales qui utilisent des combustibles fossiles doivent acheter des quotas pour chaque tonne de CO2 qu'elles émettent. Donc l'objectif, c'est d'inciter les producteurs à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à accélérer la transition énergétique. Avec la reprise économique, la demande de quotas augmente elle aussi. Leur prix progresse fortement. Le résultat, produire de l'électricité à partir du gaz ou du charbon devient encore plus coûteux. Donc selon le rapport du Sénat, par exemple, cette hausse du prix du carbone représente environ 30 € du mégawattheure sur le prix de l'électricité. C'est donc pas la principale explication de la crise, mais en tout cas, c'est un facteur supplémentaire qui contribue à alimenter la hausse des prix. Et donc à ce stade, une question revient encore souvent. Est-ce que le développement des énergies renouvelables a joué un rôle dans cette crise ? Et la réponse mérite d'être nuancée. Parce que les éoliennes et les panneaux solaires produisent une électricité qui est très peu carbonée. Et lorsqu'ils produisent, leur coût marginal est très faible. En revanche, leur production dépend des conditions météorologiques. Il faut donc disposer en permanence de moyens capables de produire rapidement lorsque le vent tombe ou que le soleil se couche. Aujourd'hui, ce rôle est encore assuré en grande partie par des moyens qui sont pilotables, notamment des barrages, le nucléaire, mais aussi les centrales à gaz. Autrement dit, les énergies renouvelables ne sont pas la cause de la flambée des prix de 2022. En revanche, leur développement renforce le besoin de disposer d'un système électrique suffisamment flexible pour équilibrer le réseau à chaque instant. Mais il y a encore une question que l'on peut se poser. Si la France produit près des 2/3 de son électricité grâce au nucléaire,
pourquoi n'a-t-elle pas échappé à cette flambée des prix? En réalité, plusieurs difficultés vont venir se cumuler. D'abord, le parc nucléaire français traverse une période particulièrement difficile. En 2022, plusieurs réacteurs sont arrêtés pour maintenance, tandis que d'autres sont concernés par un phénomène de corrosion sous contrainte. Donc la production nucléaire française atteint alors son plus faible niveau de production depuis plus de 30 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, une sécheresse exceptionnelle réduit également la production hydraulique. Donc la France, qui est habituellement exportatrice d'électricité, doit alors importer une partie de son électricité. Et alors cela arrive au même moment où les prix sont les plus élevés en Europe. Enfin, une spécificité française vient compliquer encore un peu plus la situation. L'Arenh. Créée en 2011, l'Arenh avait un objectif simple, c'est permettre aux fournisseurs alternatifs d'acheter une partie de l'électricité nucléaire qui est produite par EDF à un prix qui est régulé et qui favorise la concurrence. En période normale, ce mécanisme fonctionne. Mais en 2022, la situation est tout autre, parce que la production nucléaire diminue, tandis que les prix du marché atteignent des niveaux historiques. Donc le dispositif montre alors ses limites parce que EDF est contrainte de vendre une partie de son électricité à un prix bien inférieur du prix de marché. Tandis que les fournisseurs, eux, doivent acheter le reste de leurs besoins à des prix qui sont extrêmement élevés. Donc ce mécanisme fera l'objet de nombreuses critiques et relancera justement le débat sur l'organisation du marché français de l'électricité. Lorsque les prix de l'électricité explosent en 2022, une question s'impose rapidement. Le marché européen est-il encore adapté aux défis énergétiques actuels ? Parce que sous l'impulsion de plusieurs États dont la France, l'Union européenne engage alors une réforme de son marché de l'électricité. L'objectif n'est pas de supprimer les échanges entre les différents pays européens, mais de rendre le système plus résilient. Trois grandes ambitions guident cette réforme: favoriser les investissements dans de nouveaux moyens de production, réduire l'impact des énergies fossiles sur le prix de l'électricité, et mieux protéger les consommateurs lors des prochaines crises. Reste désormais à savoir si ces nouvelles règles seront suffisantes lorsque surviendra la prochaine crise énergétique. Au début de cette vidéo, nous nous posions une question. Pourquoi la France, pourtant largement nucléaire, n'a-t-elle pas été protégée contre la flambée des prix de l'électricité? Et la réponse tient en une idée. Cette crise n'a pas une seule origine. Elle résulte de l'accumulation de plusieurs événements qui se sont renforcés les uns avec les autres. La reprise économique après le Covid, la guerre en Ukraine, la flambée du prix du gaz, la hausse du prix du carbone, les difficultés du parc nucléaire français, la baisse de la production hydraulique. Donc les limites qui sont révélées par certains mécanismes du marché. Pour protéger les ménages et les entreprises, l'État français a mis en place un bouclier tarifaire, ainsi que plusieurs dispositifs exceptionnels. Donc selon la Cour des comptes, ces mesures ont représenté environ 44 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires depuis la fin de l'année 2021. Cette crise aura finalement rappelé une chose. Concevoir un système électrique, ce n'est pas seulement produire une électricité qui est peu chère, c'est aussi construire un système qui est capable de résister aux crises. Aujourd'hui, l'Europe tente de tirer les leçons de cet épisode. Une question reste encore ouverte, alors, c'est les différentes réformes qui sont engagées juste maintenant, est-ce qu'elles suffiront à protéger les consommateurs lors de la prochaine crise énergétique? Et je serais curieux de savoir quels sont les changements qui pour vous paraîtraient les plus importants.